Bienvenue si vous nous rejoignez. Notre éditorialiste aujourd'hui, c'est Alain Duhamel. Il nous retrouvera à 11h. Notre invité, c'est Éric Coquerel. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonne année à vous aussi. Député La France Insoumise. Thierry, vous nous parlerez des menaces qui visent les élus. Oui, et est-ce qu'il y a eu d'autres exemples dans l'histoire de menaces comme ça contre les élus issus d'une crise sociale et puis toutes les formes que ça a pris et que ça peut prendre à nouveau? Les gilets jaunes deviennent l'arme des adversaires d'Emmanuel Macron à l'étranger, Monia. Absolument. Matteo Salvini vient mettre un peu son nez dans nos affaires. Vous allez voir. C'est assez surprenant. En France, les Gilets jaunes envisagent un nouveau mode d'action. Vous nous en parlerez, Benjamin. Oui, un mode d'action qu'avait déjà évoqué Éric Cantona en 2010. Ça se passe au niveau des banques. On verra si ça peut marcher. On verra ça. Et puis Gérald, vous nous parlerez non pas des gilets, mais des pièces jaunes. Pièces jaunes, l'opération pièces jaunes, 30e anniversaire. Et c'est important, ce sont des petites pièces, mais ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières dans les hôpitaux. Lancement aujourd'hui. Et tout d'abord, un rappel des grands titres de l'actualité. À la une, qui pour piloter le grand débat national? Ce ne sera pas Chantal Joanneau. Elle a décidé de ne plus assurer sa mission face à la polémique sur son salaire. Elle conserve en revanche son poste à la tête de la commission pour le débat public. L'exécutif annoncera la nouvelle organisation de sa grande consultation à l'issue d'un séminaire gouvernemental à la mi-journée. Le débat doit commencer le 15 janvier, c'est mardi prochain. C'est aussi ce jour-là qu'Emmanuel Macron entame sa tournée des maires. Information LCI, il sera mardi prochain à Grand-Bourteroulde, petite commune de l'Eure, où seront également invités les maires de quelques 600 communes de la région. Il prenait un rapprochement avec le Rassemblement national depuis des mois. L'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Thierry Mariani, officialise ce matin son ralliement à Marine Le Pen en vue des européennes. C'est elle qui représente la seule véritable alternative, dit-il. Voilà pour le rappel des grands titres de l'actualité. Bon, et bien maintenant, place à notre invité Éric Coquerel de la France Insoumise. Éric Coquerel, alors parlons d'abord de Chantal Joanneau. Elle quitte donc le pilote, elle ne veut plus piloter en tout cas cette mission. Elle reste bien à la tête de la Commission nationale du débat public. Elle quitte cette mission parce qu'il y a eu toute une polémique autour de son salaire. Je le rappelle, 14 666 € bruts par mois. Et aussi, il y avait un problème de toute façon autour de sa marge de manœuvre sur les thèmes en débat. Elle fait bien de partir? En tout cas, je pense qu'elle a dû bénir le moment où elle a accepté ce rôle, parce que du coup, on sait qu'il y a quelqu'un qui gagne près de 15 000 € par mois pour une commission que beaucoup de gens ont dû découvrir, tellement elle a une importance dans le pays. Bon, mettons ça de côté, je pense que ça note à un moment donné. Elle a quand même organisé 80 débats l'année dernière, et en fait, elle intervient à chaque fois qu'il y a un chantier de plus de 300 millions d'euros. On regarde l'impact auprès des habitants, et c'est des rencontres. Vous admettrez avec moi que c'est un salaire... tout à fait, mais j'explique. Bon, enfin, on va mettre ça de côté. Je pense que c'est pas la raison profonde. Je crois que... Parce qu'elle va continuer à gagner ce salaire, si j'ai bien compris. Oui, parce qu'elle ne démissionne pas de la présidence de la commission. Donc, du coup, c'est pas la première raison, parce que sinon, on pourrait s'expliquer comme ça. Non, je crois qu'elle se demande dans quelle galère elle est, parce qu'on voit bien que ce grand débat, ça se vit, en tout cas pour le gouvernement, comme un grand enterrement du mouvement. On va pouvoir discuter de tout, sauf de ce qui est la politique du gouvernement depuis 1 an et demi. Bon, ça a été dit, redit, M. Griveaux expliquant on n'allait pas défaire ce qui avait été fait, etc. Alors Benjamin Griveaux a dit hier, je précise juste à nos téléspectateurs, qu'on ne reviendrait ni sur la peine de mort, ni sur l'IVG, ni sur le mariage pour tous. Ça, c'est encore un autre thème, parce que ça, M. Griveaux fait de l'amalgame, comme si c'était une demande des Gilets jaunes. Ça n'a jamais été dans les revendications des Gilets jaunes. Ça c'est apparu dans cette extraordinaire idée qu'a eu le gouvernement de lancer à un moment donné un espèce de sondage là sur consultation numérique par le Conseil économique, social et environnemental, et la revendication numéro 1 qui est apparue, c'est l'abrogation du mariage. Parce qu'il y a des lobbies de droite et extrême droite qui sont rentrés là-dedans et qui ont mis eux leur lubie, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça n'a jamais été dans les revendications des Gilets jaunes. Alors il fait comme si c'était apparu, c'est le genre d'amalgame qui, comme ça, calomnie un peu plus le mouvement des Gilets jaunes, mais ça c'est du Griveaux, on va dire. Non, ce que je crois, c'est que tout ça est très mal parti. En plus de ça, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des maires qui commencent à dire qu'ils n'organiseront pas le débat, pour 2 raisons, parce que
à juste titre, ils s'estiment délaissés par M. Macron depuis 1 an et demi. La seule chose qu'ils ont, c'est à retraiter les politiques d'austérité. Et la deuxième chose, parce que comme tous les Français, ils sentent bien que demander finalement aux gens de quelle couleur vous allez repeindre les murs des écoles, j'exagère un peu, mais c'est pas loin de ça. C'est pas de ça qui va être, j'allais dire, à même de représenter le grand débat qui serait nécessaire sur les institutions, sur la politique économique, la politique sociale, parce qu'on voit bien que derrière les Gilets jaunes, il y a quand même une majorité de Français, quoi qu'on veuille, qui ne se reconnaît pas dans la politique de M. Macron. Et ça, il faudrait mettre vraiment les choses à plat. C'est pas ce que va faire le grand débat. Est-ce que ce n'était pas quand même un moyen d'investir ce lieu de dialogue pour, par exemple, si jamais l'ISF, le rétablissement de l'ISF, arrivait en tête des revendications dans ce grand débat, il y aurait une vraie interrogation du gouvernement qui, jusque-là, dit qu'il n'y touchera pas, mais peut-être quand même qu'il serait obligé d'y réfléchir. Vous savez Donc, déjà est-ce que ce n'est pas un moyen pour vous d'investir? Vous savez déjà que c'est le cas. Quand on regarde un petit peu ce qui remonte des Gilets jaunes, alors certes, par exemple, le gouvernement pourrait dire, nous, on veut discuter avec les Gilets jaunes. On leur demande de s'organiser un peu plus c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font déjà, mais le gouvernement pourrait dire ça. Très franchement, ce qui arriverait, on en est tous à peu près certains, dans les revendications les plus hautes, ça, à côté du référendum d'initiative citoyenne, ça serait certainement le rétablissement de l'ISF. Ça arrive de partout. Donc le gouvernement n'a pas besoin, quelque part, si vraiment il veut prendre en compte ce genre de revendications, n'a pas besoin d'un grand débat pour vérifier ça. Ça, on le sait. Non, je crois que les gens sentent bien, quelque part, que les questions... il y a déjà les réponses, le gouvernement a déjà des réponses aux questions qu'il souhaite poser et ceux à laquelle il souhaite limiter ce grand débat. Et tout le monde sent bien que c'est un peu une entourloupe. Éric Coquerel, vous dites, vous entendez bien... Ça coûte cher vu le salaire de Joanneau. Vous entendez bien certains maires qui ne veulent pas y participer. Est-ce que cela veut dire que les maires de la France insoumise ne participeront pas à ce grand débat? Mais les maires, vous savez, les maires, ils ont un mandat, ils n'ont pas un mandat lié à un parti, donc ils feront ce qu'ils souhaitent par rapport à ça. Oui, mais vous avez bien des remontées. Oui, on a des remontées, mais pas seulement de France insoumise. On a des remontées de maires de petites villes qui n'ont pas d'étiquette politique et qui trouvent un peu gros que tout d'un coup on s'intéresse à eux pour aller organiser des grands débats, mettre leur légitimité, parce que souvent ils ont encore une légitimité forte. C'est des élus qui ont beaucoup de légitimité, même si malheureusement ils sont obligés d'appliquer des politiques injustes imposées par l'État. Donc moi je crois pas à cette histoire. Je pense que ce grand débat il est mal parti et qu'il n'ira nulle part et que le gouvernement s'en sortira pas. Et la tournée auprès des maires que Emmanuel Macron entame, c'est pas une manière justement de retisser des liens avec ceux qui s'estiment justement délaissés? Il a besoin à chaque fois d'une tournée. Enfin, en plus, vous savez très bien ce genre de tournée, quoi, avec les caméras derrière. On va le voir ça. C'est pas ça qui va retisser le lien entre le président de la République et des maires dont malheureusement c'est la politique depuis 1 an et demi. Quand je vous dis ça, c'est des chiffres. C'est la baisse des dotations globales aux collectivités qui ne. Alors certes, M. Macron n'est pas le seul responsable. Il y a plusieurs milliards. Sous M. Sarkozy et sous M. Hollande, il ne fait que continuer de ce point de vue-là la même politique, mais il la continue. Bon, donc moi je ne crois pas que les édiles locaux voient d'un bon œil cette histoire, une participation à quelque chose qui est, encore une fois, qui est pour moi une grande entourloupe. Benjamin ? Vous demandez à ce qu'on l'annule? Ah oui, je pense, oui, ça serait nécessaire. En tout cas, ça ne sert à rien. Vous demandez l'annulation du grand débat? Ça ne sert à rien. Enfin, c'est pas. On voit bien que le grand débat est censé répondre à la question, aux mobilisations des Gilets jaunes, alors qu'on nous dit en même temps qu'il sera hors de question de revenir sur les décisions du gouvernement. Donc pour être très clair, vous demandez son annulation? Voilà, comme ça va être sur une dépêche-appelée. Je demande. Non, mais je pense que ça sert le dire clairement. Voilà, je pense que ça sert à rien. Ça va être du temps mobilisé pour rien et que c'est pas comme ça que le gouvernement va s'en sortir. Alors vous disiez, les maires en plus doivent mettre en œuvre des politiques d'austérité. Il y a tout cet imbroglio autour de la taxe d'habitation qui ne vous a pas échappé, avec suppression totale ou pas finalement de la taxe d'habitation, peut-être le maintien de la taxe d'habitation pour les 20% les plus aisés, mais ça comprend aussi une partie de la classe moyenne. Faut la maintenir, cette taxe d'habitation pour les plus riches. Dès le départ, c'était une mauvaise idée de la supprimer. D'accord ? Comme ça. C'est 5 milliards pour les communes par an. Dès le départ, c'était une mauvaise idée de la supprimer. Ce qui serait une bonne idée, c'est une refonte globale de la fiscalité, et notamment de la fiscalité locale, avec le fait d'avoir une fiscalité plus juste, plus répartie, permettant une meilleure répartition. C'est pour ça que, par exemple, sur l'impôt sur le revenu, on propose 14 tranches au lieu des 5 actuelles, parce que ça fait peser beaucoup de choses sur les classes moyennes, et je pense qu'on devrait aborder la fiscalité locale de la même manière. Et là, on supprime une taxe d'habitation dont on sait que pour plein de villes,
c'est évidemment quelque chose d'absolument nécessaire. Alors l'État nous dit, il y a pas de Compenser à problème. l'euro près. C'est compenser à l'euro Oui, près. c'est ça, ce que l'État nous dit. C'est ce que l'État dit. Oui, mais on ne sauf sait que- pas encore sauf comment. que- Voilà. Ouais. On ne sait pas comment. Ouais. Dans le budget, on ne sait pas comment. Ça, je peux vous l'assurer, je suis à la commission finances, on ne sait pas comment. Et la deuxième chose, c'est que l'histoire nous enseigne que depuis quelques années, il y a des transferts de compétences aux collectivités qui ne sont pas assurés justement à l'euro près. C'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe. Donc vous me permettrez d'en douter. Et je crois qu'il eût mieux valu justement remettre à plat cette fiscalité, faire quelque chose de plus juste, de plus légal. Alors au lieu de ça, qu'est-ce que fait le gouvernement? Là, comme il est pris aux entournures, au lieu d'accepter par exemple de revoir la question du rétablissement de l'ISF qui a été un cadeau pour aller vite aux plus riches des actionnaires, au lieu de revoir la flat tax, cette espèce de bouclier du capital, eh bien tout d'un coup il dit bon, on va faire payer par les 20% les plus riches. Enfin tout ça, ça sent le bricolage quoi, pour aller vite. Le chiffre qui a été publié ce matin sur les Échos qui montre qu'il y a 57,4 milliards d'euros qui ont été redistribués aux actionnaires cette année. C'est un record, plus 12,8% par rapport à l'année dernière, plus 62% par rapport à 2009. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait, pour vous, il fait pas bon être... Ça veut dire que vous expliquez le mouvement des Gilets jaunes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ce chiffre... Mais c'est pas bien d'être riche aujourd'hui. Non, c'est pas ce que je veux dire. Attendez, ce chiffre est à mettre en parallèle des autres chiffres, je parle des chiffres de l'INSEE, pour qu'on soit bien précis, qui montrent que le pouvoir d'achat globalement des Français baisse en cette année 2018. La consommation populaire baisse, le chômage stagne, voire remonte pour certains emplois. Donc ça veut dire que la politique de M. Macron, défendue par M. Le Maire, je vous le dis, c'est M. Le Maire. M. Le Maire nous dit on va mettre beaucoup d'argent en capital, ça va faire les investissements de demain, les emplois d'après-demain. C'est la fameuse phrase d'Helmut Schmidt en 1974 pour les plus anciens. Cette politique ne fonctionne pas. Ce qui s'est passé effectivement, c'est que les dividendes et les actions ont explosé. On a atteint en 2018 2 fois la moyenne d'augmentation des dividendes dans le monde, en France. Donc ça marche. L'argent est parti aux dividendes chez les actionnaires. Mais on voit bien que ça ne ruisselle pas. Ça ne remonte pas dans la société pour une bonne raison. C'est qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a même pas de fléchage. Et quand on demande à Le Maire, mais comment vous allez nous garantir que cet argent va partir dans l'économie? Il nous dit le bon sens. Excusez-moi, mais la logique capitaliste, elle agit, c'est pas une morale, elle agit pas sur du bon sens. Elle agit pour alimenter la rente, pour que les gens disent je vais investir, je vais acheter telle action de telle entreprise parce qu'elle rapporte plus que celle du voisin. Tout ça est un non-sens. C'est une politique à la fois injuste parce que en attendant, c'est nous qui payons ces cadeaux fiscaux. Nous, quand je dis nous, tous les Français qui ne sont pas parmi ces plus riches. Mais en plus de ça, économiquement, c'est quelque chose qui nous met dans une fort mauvaise situation au moment où, au niveau international, la conjoncture internationale est en train de se renverser. Ce qui fait que nous n'aurons même pas le bas de laine que nous avions en 2008, sur lequel nous avons pu puiser, notamment en termes de consommation intérieure, pour essayer de surmonter la crise qui va arriver. Je pense que c'est ça qui explique aussi les Gilets jaunes. Une politique injuste, une politique inefficace. Allez, on se retrouve dans 2 minutes, Éric Coquerel. Vous restez avec nous, on parlera notamment de la bataille des cagnottes, de la loi contre les manifestants violents. Et puis de ce dernier sondage, Emmanuel Macron remonte. Et le Front National, le Rassemblement National aussi, la France Insoumise est en baisse. On en parle tout de suite. Suite de notre émission avec Éric Coquerel de la France Insoumise, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Parlons maintenant avec vous de la bataille des cagnottes. Alors il y en a 2. Il y a la cagnotte qui a été mise en ligne pour soutenir le boxeur qui avait frappé des gendarmes mobiles sur un pont à Paris samedi. Et en contre-cagnotte, quelque part, la cagnotte qui a été mise en place par Renaud Muselier, président de la région Sud, pour venir en aide aux blessés parmi les forces de l'ordre. Jean-Luc Mélenchon, il est un peu pointé du doigt quand même parce qu'il a soutenu cette idée de cagnotte pour le boxeur. Il dit ceci, il est interdit de faire des collectes pour payer des amendes. Or, Christophe Détinger, donc c'est le boxeur en question, n'est pas condamné. Et l'objet de la collecte est d'aider la famille. Le but de ceux qui veulent interdire cette collecte est de détruire la famille aussi. Détruire la famille. Détruire la famille, c'est un peu hard quand même, non? Vous avez vu la situation familiale de ce boxeur? C'est pas, moins qu'on peut dire, c'est que c'est pas... Mais vous avez vu les coups qu'il a donnés aussi sur les gendarmes mobiles? Il y a deux choses. Il y a les faits qui ont eu lieu, d'accord? Et le fait alors d'abord, ce qui m'ennuie là-dedans, c'est qu'il y a une collecte qui démarre, qui au début est comment ça s'appelle? Est mise en ligne par Litchi, et Litchi ferme la cagnotte. J'ai du mal toujours je pense aux fruits. Donc j'ai raison. Par Litchi, qui ferme la cagnotte
au bout d'un moment, sur pression du gouvernement, quand même. Ils ont été... Alors, c'est pas Ça a tout à choqué fait ça, l'opinion c'est parce que publique le aussi. niveau... parce que quand on lance Ça, une c'est ce cagnotte, qu'ils ont expliqué. lorsqu'on lance une Entendu. cagnotte, il y a un montant. Oui. Quand le montant est dépassé, dans les règlements de l'Etchi, ils ont le droit de Enfin, l'arrêter. Comme par hasard, c'est venu juste après cette explication qu'il y a eu une montée en ligne de différents ministres. Bon, j'ai cru entendre dire que ce boxeur risque plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. On parle de jusqu'à 70 000 euros. Qu'à un moment donné, il y ait une cagnotte qui soit faite, non pas pour payer l'amende, ça, on n'a pas le droit de le faire, je vous rappelle, c'est interdit de toute façon. Bon, mais pour faire en sorte de subvenir aux moyens de payer un avocat, moi, je ne comprends pas en quoi, tout d'un coup, on cesse cette cagnotte. Moi, à mon avis, je vais vous dire pourquoi ils ont cessé cette cagnotte. C'est qu'ils ne pensaient pas qu'elle aurait un tel succès. Et ça veut dire quelque chose de la situation. Ça veut dire que ces images de ce boxeur, manifestement, il y a d'autres images qui existent où on voit qu'avant, il y a eu pas mal de lacrymogènes, une grenade de désencerclement qui a été envoyée au-dessus de la foule, etc. Donc, il y a des Qui réactions. justifie les Non, violences c'est du pas ce que j'ai boxeur dit. Mais j'ai dit qu'à un moment donné, nous sommes dans une situation où quelque part, les affrontements, d'accord. Vous, par exemple, vous célébrez souvent le 50e anniversaire de 68. Quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, mais sur les médias, on le voit, il y a des images en sépia, noir et blanche, des nuits des barricades, que je sache, tout ça n'a pas été dans la dentelle, d'accord. C'est qu'on sait bien qu'à un moment donné, vous avez des processus, des escalades de violence. Bon, et à l'époque, les policiers étaient bien moins protégés qu'aujourd'hui. Eh bien, moi, je pense que de la même manière, vous avez quelque chose qui s'est mis en branle dans la tête de ce boxeur par rapport à ce qu'il ressentait, par rapport à des Mais au coups point d'en faire un héros. c'est ça, ça, moi, pas qui est d'en faire gênant. un héros, mais à l'inverse, Parce que pour justement, autant, c'est ce que vous dites. Que... est-ce que pour autant, mais lui-même ne demande pas à être un héros d'ailleurs, mais est-ce que pour autant, on doit empêcher quelque part à un moment donné une solidarité qui s'exprime? Est-ce que le fait de estiment- réprimer cette solidarité ou de fermer la cagnotte, ça ne va pas jeter de l'huile sur le feu justement et rajouter Mais au si, sentiment mais de je pense que voilà, une banque, je- Litchi c'est une banque, c'est le Non, crédit mais je mutuel, pense qu'il y a ferme cette cagnotte de manière toute une autoritaire. manière dont aujourd'hui se sont gérées ces questions, où les gens, au lieu de considérer que c'est pas normal d'aller boxer comme ça un policier, des policiers notamment à terre, se disent, eh bien, nous, on se sent finalement plus solidaire de ce boxeur et de cette personne qui est venue... La misère justifie la violence. Oui. La misère justifie la violence. Non, ce qui à un moment donné se passe, c'est que quand vous avez une escalade dans la répression, etc., vous avez des phénomènes qu'il faut essayer de comprendre. Donc c'est Quand- la compréhension. Vous savez comment il s'appelle? Grimaud, qui était le préfet de police de Paris en 68. en 68, grâce à qui, très certainement, il n'y a pas eu de mort dans les rues. Il y en a eu un ou deux, mais en marge. Oui. En marche, pas dans les répressions. Absolument. D'accord. Qu'est-ce qu'il expliquait? Il s'adressait à ces hommes, d'accord, et il disait attention à ne pas frapper à un moment donné quelqu'un à terre ou quelqu'un qui est dans des conditions où vous n'avez pas à le faire, parce que vous aurez à ce moment-là 10 manifestants en face de vous qui seront solidaires avec cette personne. Bon, je pense qu'il avait vu juste, c'est-à-dire que le gouvernement joue, c'est plus les gouvernements que les policiers, jouent aujourd'hui un espèce de jeu de la tension, de jeu de la j'allais dire aussi de dramatiser les choses. Parce que moi, j'ai vu par exemple les images de samedi dernier. Je ne les justifie pas, qu'on brûle des scooters, etc. D'accord? Mais vous avez remarqué qu'il n'y a pas une vitrine de cassée, par exemple. On avait Parce qu'elles l'impression... sont toutes protégées maintenant, les vitrines. Oui, non, elles n'étaient pas protégées à ce moment-là. Non. On a l'impression, je pense qu'il y a quelque chose qui dramatise, qui monte en tension, dans lequel le gouvernement a pris largement son rôle, peut-être pour essayer d'apparaître comme le parti de l'ordre, un peu comme le parti gaulliste en 68. Je ne sais pas quel est derrière, mais je crois que tout ça est en train de développer, et en ça, je pense qu'ils ont une large responsabilité, y compris dans les mots d'un Griveaux, par exemple, le climat de violence autour de la question des gilets jaunes. Et par rapport à ce boxeur, eh bien, moi, je peux vous dire une chose, les gens vont se dire, il y a deux poids, deux mesures. D'un côté, il y a Benalla au Tchad, d'accord, avec 8 mises en examen, et avec quelqu'un dont il n'y a pas longtemps encore, le président de la République demandait qu'il y ait de la compréhension. Et de l'autre côté, Ouais. eh bien, il y a le fait qu'on arrête cette collecte Litchi. Éric Il y a Coquerel. deux poids, deux mesures, et c'est ça aussi qui est ce sentiment d'injustice terrible qui est en train d'animer le pays. Alors, Éric Coquerel, vous dites que le gouvernement met un peu en scène le désordre et donc l'ordre. La majorité, elle, vous accuse de l'autre côté d'attiser les violences. La porte-parole des députés La République En Marche, Aurore Berger, qui est l'une des députées de la majorité menacée aujourd'hui, annonce qu'elle va signaler à la justice les propos de cadres de la France Insoumise incitant à la violence. Voilà, là, c'est le dernier courrier de menaces qu'elle avait reçu. Son domicile, son domicile privé est menacé, donc placé sous protection. Et Aurore Berger vise donc 2 cadres de la France Insoumise. Je ne sais pas si vous savez lesquels. En tout cas, elle ne les nomme pas dans la lettre qu'elle va adresser au procureur de la République de Paris. Donc la France Insoumise joue un sale jeu, quoi, en gros.
Oui, c'est ça. On a compris qu'on nous tapait. Hein. Ça, on a vu Vous ça. attisez Monsieur la haine Blanquer, et donc les Monsieur violences. Griveaux, on a compris qu'on était la cible. Manifestement, on les gêne, je pense. On va l'écouter, Aurore Berger, Oui, comme ça vous pourrez lui répondre. On va l'écouter, pardonnez-moi. Le fait que des hommes et des femmes politiques, depuis 18 mois, aient incité à la violence, se félicitent de l'insurrection. Quand on parle d'insurrection, je pense notamment à la France insoumise. Donc moi, je prends mes responsabilités. Aujourd'hui, je vais écrire au procureur de la République de Paris pour lui signaler un certain nombre de propos. Parce que, en tant qu'élu de la République, quand on a connaissance de crimes ou de délits, c'est notre devoir, notre responsabilité de les signaler. Et on a des propos aujourd'hui qui clairement invitent à commettre des délits ou des crimes. Alors, répondez-lui. Ouais. Vous savez, il n'y a pas longtemps, il y a eu des menaces racistes vis-à-vis de députés En Marche, qui n'avaient aucun rapport avec les Gilets jaunes. On en a parlé ce week-end. D'accord. Nous, on a évidemment exprimé notre plus grande solidarité vis-à-vis de ce personnage. J'aurais bien aimé qu'Aurore Berger, pendant quelques temps, exprime sa solidarité sur les menaces de mort qu'on a reçues 5 députés de la France insoumise. Je ne l'ai jamais entendu par rapport début à ça. 2018, c'était ça. Comment ? C'était début 2018. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai même été agressé par Action française. Donc, j'aurais bien aimé. On l'a jamais entendu, Aurore Berger, jamais, d'accord ? Donc, elle s'est fait cette spécialité. Et moi, elle me donne des idées. Parce que je me demande, pour l'instant j'en suis là, si on ne devrait pas nous attaquer, par exemple, M. Griveaux, quand il explique qu'il parle d'esprit munichois, qu'il explique que Jean-Luc Mélenchon est sorti, en gros, du cadre de la République. Parce que alors ça, comme quelque part, appel à la violence, y compris contre nous, esprit munichois, c'est pas peu de choses. Lorsque Jean-Luc Mélenchon dit dans un tweet le 20 décembre, la France s'ébroue, comme il est beau de voir lorsque la France s'ébroue, c'est en se tournant vers ses grands principes. Alors qu'il y a de la casse, il y a des violences, attendez. Est-ce que c'est pas quand même une façon de vais être clair, pousser. Je vais être clair. Nous appuyons le mouvement des Gilets jaunes parce que nous considérons que c'est un processus révolutionnaire. Voilà, nous l'assumons. Nous sommes pour une révolution citoyenne, par les urnes. Sauf qu'elle est un peu violente quand même, votre révolution. Je vais y revenir. Nous sommes pour une révolution citoyenne. Donc ne vous étonnez pas que nous nous félicitions qu'un mouvement social dans ce pays, citoyen, qui pose des questions qui nous semblent bonnes et nécessaires. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur les actionnaires, sur l'injustice fiscale, sur les privilèges, sur plus de démocratie dans une monarchie présidentielle qui étouffe. Ne vous étonnez pas que nous la soutenions. Dans ce mouvement, quand on a des mouvements historiques de cette ampleur en France, il y a toujours des débordements violents. Toujours. Je vais y revenir là-dessus après, hein, mais il y a toujours des débordements violents. Je reviens sur l'histoire de 68. Tout le monde aujourd'hui, en gros, les gens, on a des élites qui aiment bien les révolutions quand elles sont dans les expositions, dans les images d'Épinal. Mais quand ils sont face, en général, c'est un tout autre discours. Donc ça fait partie quelque part du problème. Nous pensons que la violence n'est jamais la solution. Vous savez pourquoi d'abord ? Parce que ceux qui en sont les premières victimes, c'est quand même les manifestants. Je vous rappelle qu'on a un record en termes de nombre de blessés. Il y a 10 morts. 10 morts. Je ne dis pas par rapport uniquement à la répression. Si ce n'est cette vieille dame à Marseille qui a reçu quand même cette grenade lacrymogène. Il y a des blessés graves, donc c'est jamais sûr. Et puis autre chose, c'est qu'on pense que c'est le nombre qui peut l'emporter. Et que par exemple, quand vous avez de la violence, vous n'allez pas venir avec votre poussette, avec vos enfants, Éric Coquerel, etc. Mais pour autant, pas d'hypocrisie. On sait très bien que dans un mouvement de cette ampleur, vous avez une part de violence qui s'exprime. Pour l'instant, attendez, juste je termine. Oui, mais il nous reste une minute et j'aimerais vous entendre sur autre chose. Je vais très vite. Pour l'instant, j'observe une chose. C'est qu'on a un Luc Ferry qui appelle à tirer sur les manifestants, et de l'autre côté, j'entends heureusement aucun manifestant qui appelle à tirer sur des policiers. Donc, je veux dire, faisons un peu la part des choses dans la hiérarchie des violences. On n'est heureusement pas dans une guerre civile, et je trouve que des fois, le gouvernement utilise un peu trop ces termes, et lui-même Éric Coquerel, pour la première fois depuis mai 2017, votre parti, la France Insoumise, n'est plus, selon le dernier sondage IFOP, la première force d'opposition à Emmanuel Macron. IFOP, donc pour Paris Match, vous êtes devancé par le Rassemblement national de Marine Le Pen, qui, elle, est à la hausse. Ça vous inspire quoi, cette chute et le fait que vous ne gagnez pas, finalement, que vous ne soyez pas le principal gagnant de ce mouvement des Gilets jaunes? Moi, ce sondage c'est le même sondage qui voit M. Macron plus 7 points, c'est ça? Oui. Plus 5, plus 5 et Édouard Philippe plus 7. Alors là, je ne sais pas où ils ont été le faire, mais bravo, quoi. Parce que là. Non, mais alors, ça, c'est toujours. Vous ne pouvez pas dire que les sondages vous plaisent quand c'est des bons chiffres. Non, c'est pas ça. Là, le truc, c'est que vous dites depuis très longtemps que le programme des Gilets jaunes, c'est quasiment à 80% votre programme. Et là, il n'y a pas de transcription dans les faits. Je dis que ce sondage me laisse quoi? Parce que je suis comme vous, je prends le métro, je prends les transports, je discute avec les gens. Non seulement je vois. Parce que pendant la perquisition, il y a eu un trou d'air, ça c'est vrai. Mais je vois à nouveau beaucoup de gens revenir vers nous en disant « tenez bon ».
comme on l'avait au début de la période de notre mandat. Et deuxièmement, je vois plein de gens qui me disent pique-pan du président de la République. D'accord ? Donc je suis un peu étonné qu'il gagne 5 points. Mais admettons, je remarque que 30%, on est haut. Je remarque qu'on est d'autant plus haut que, comme vous venez de le noter avec Aurore Berger, on est bien plus la cible du gouvernement que Mme Le Pen. Je remarque ça. Manifestement, ils ont choisi leur adversaire. Bon, et puis en plus, troisième chose, on verra à la fin. Pour l'instant, moi, je ne vais pas faire notre politique par rapport à des sondages. On n'a pas une vision boutiquière des Gilets jaunes. Ce qui nous importe, c'est que ce mouvement porte de plus en plus des valeurs positives, des valeurs duquel on se sent proche, et on souhaite qu'il réussisse. Et on verra bien au moment des urnes ce qu'il en sera. Bon, vous reviendrez nous voir. Merci à vous d'être venus ce matin. On se retrouve dans 2 minutes avec notre éditorialiste Alain Duhamel. À tout de suite.